Bonjour les TL, bonjour les TS, je reprends aujourd'hui le cours sur le travail et donc j'entame la deuxième partie, puisqu'on avait commencé la première partie du cours en parlant de l'idée que le travail est ce qui nous permet de devenir humain, en tout cas de développer une nature humaine dont nous sommes par principe privés. On va faire la transition très rapidement avec une petite citation de Hegel, puisque vous savez bien que le travail, de façon concrète, dans ses conditions d'existence, dans la manière dont on le vit et dont on le perçoit, eh bien, il peut finalement non pas nous humaniser, mais faire de nous des esclaves, devenir pénible, faire de nous quelqu'un d'autre. Je pense au CRS qui encadre des manifestations, je pense à l'huissier de justice, à l'ouvrier qui ressort épuisé de son travail, etc. Actuellement peut-être aux soignants, etc. Et donc cette deuxième partie, elle va s'intituler « Est-ce que le travail peut me transformer au point de ne plus me reconnaître ?» Alors, je commence par une courte citation de Hegel, que vous avez donc en pièce jointe. Hegel écrit « Par le travail, le soi fait de ses propres déterminations les formes des choses et se regarde comme objectif dans son travail. Par le travail, le soi fait de ses propres déterminations les formes des choses et se regarde comme objectif dans son travail. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui fait de nous quelqu'un, le soi, l'identité, en fait, les déterminations subjectives qui nous caractérisent, deviennent en fait les formes des choses que nous fabriquons, deviennent en fait nos qualités objectives dans les œuvres du travail. C'est ce dont on avait déjà parlé dans le Grand 1, dans ce texte assez compliqué de Hegel, dans lequel Hegel finit par dire que le soi se regarde comme objectif dans son travail. Donc ça c'est important puisque pour la première fois en fait, alors que nous avions dans le tout premier chapitre de philosophie contesté que nous ayons une identité stable, que nous ayons des qualités pérennes qui ne se modifient pas au cours de l'existence, que notre identité n'est peut-être pas autre chose qu'un ensemble de souvenirs, un caractère changeant, des préférences et des souvenirs fragmentaires même, quelque chose de peut-être fictif en fait, dont peut-être la seule détermination que nous avions trouvée pour la mémoire, pour l'identité, c'était justement la mémoire et peut-être aussi la question du projet. Je ne sais pas qui je suis, mais je sais peut-être ce que je peux devenir, condition de me rendre compte aussi de ce que je deviens parfois malgré moi. Encore une fois, dès lors qu'on cherche à définir l'identité, on est face à un énorme obstacle qui est que l'identité c'est une chose à laquelle on a envie de croire, c'est commode, on aime se penser original et particulier, mais l'identité en philosophie, l'identité personnelle, on a plutôt tendance à dire que ça n'existe pas. Bien précisément, Hegel dit, à travers le travail, on acquiert tout de même une forme d'identité, une identité au sens fort. On devient objectif, on devient objectivement un spécialiste de la loi, on devient objectivement un artiste ou un musicien, etc. Donc c'est vraiment d'une forme d'identité au sens fort que nous parle Hegel ici, une identité que nous pouvons acquérir du coup seulement par le travail. Et cette identité, il me semble qu'il faut la distinguer de quelque chose qui est proche et qui va nous permettre de saisir un petit peu l'enjeu problématique justement de la citation de Hegel et de notre deuxième partie, c'est le rôle. Est-ce que mon identité objective acquise par le travail, ce n'est pas simplement un rôle qui occasionnellement peut m'enfermer, un rôle qui finalement ne dit de moi que justement la part la plus objective, peut-être la part la plus incomplète, peut-être la part aussi qui est jouée, qui n'est pas authentique, que Sartre renierait tout à fait comme définition de l'identité. On peut prendre plusieurs exemples. Il y a des rôles parfois que je suis contraint de jouer qui sont contraires à mes valeurs. Ceux qui font des manifestations dans la rue peuvent en témoigner, lorsqu'on est face à, 100 CRS, on sent bien, on les regarde, on sent bien qu'il y en a certains qui n'attendent que
d'avancer, de frapper, qui sont déjà excités. Et on sent bien que d'autres sont là parce que c'est leur gagne-pain, qu'ils essaient même des demi-sourires, qu'ils essaient d'échapper à la chose, qu'ils espèrent qu'il n'y aura pas d'avancée des manifestants pour ne pas en venir aux mains, etc. ou au LBD. Donc il m'arrive parfois de jouer des rôles qui sont contraires à mes valeurs. Et on peut penser, je sais pas, une avocate qui serait contrainte de défendre Weinstein, par exemple, peut jouer un rôle qui est tout à fait contraire à ses valeurs, même si tout le monde a le droit à une défense, bien entendu, même si ça permet aussi de comprendre un petit peu la nature humaine, bien entendu. Mais alors je ne choisis pas cet exemple au hasard, j'ai choisi cet exemple non pas seulement parce que c'est un coupable, mais parce que c'est un coupable riche et que donc le défendre répond à des enjeux qui sont également économiques, des enjeux de pouvoir qui peuvent être évidemment contraires aux valeurs de la personne qui est contrainte de faire ce travail ou qui se contraint à faire ce travail. Il y a même probablement des travaux, là je ne parle pas de métier mais de travaux, je vais donner 2 exemples, des travaux qui me modifient. En tout début d'année, quand on avait parlé de la question de l'identité, j'avais lu un petit extrait de L'espèce humaine de Robert Antelme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet extrait. C'était l'extrait où un civil, le dimanche matin à l'usine, après avoir embrassé sa femme, pris son petit déjeuner, mis sa cravate, etc., se rend à l'usine et cogne sur les détenus. À ce moment-là, son travail, même s'il profite de l'occasion, le modifie, puisqu'il ne sera plus jamais quelqu'un qui ne frappe pas les autres, il ne sera plus jamais quelqu'un de non-violent, il ne sera plus jamais, si j'ose dire, quelqu'un d'innocent. Le contexte de la guerre, le contexte du camp de concentration l'oblige à se saouter, se dévoiler, et donc cela le modifie forcément. On peut penser aussi dans le même type d'exemple, à un exemple qui m'a toujours beaucoup surpris, enfin jusqu'à ce que je comprenne, c'est l'exemple du docteur Mengele, le médecin-chef du camp d'Auschwitz. Beaucoup de livres ont été écrits sur lui. C'était un homme qui faisait des expériences avec les déportés, qui était un médecin autant qu'un boucher en réalité. Et j'avais eu cette réflexion un jour, je m'étais dit... j'ai du mal à comprendre que quelqu'un qui soit diplômé, réfléchi, ou quelqu'un qui a fait médecine, puisse se livrer à de telles bassesses, une telle sauvagerie apparemment, etc. Et on m'avait objecté fort intelligemment que précisément un médecin, c'est quelqu'un qui apprend à ne pas avoir d'empathie pour la souffrance, puisque des souffrants, en fait, il en voit tout le temps. Donc là, on est vraiment au cœur de la question du rôle. Certains rôles au travail me modifient tellement en profondeur que cette identité objective que j'ai acquise, elle se fait peut-être au détriment d'une identité réelle ou d'un soi réel qui tendrait à disparaître. Alors déjà que philosophiquement ce soi il est hautement problématique, mais s'il y a quelque chose de ce soi qui existe, alors le travail pourrait le faire disparaître. Évidemment ici on peut toujours conserver la distinction entre le travail et le métier, mais c'est un peu facile. Le travail me permet de m'humaniser alors que le métier en tant que ritualisation socio-économique du travail peut-être est quelque chose qui me modifie, qui me transforme, etc. Et on va même dire qui m'aliène. Donc on va venir avec ce concept d'aliénation sur la pensée de Karl Marx, parce que la pensée de Marx sur le travail, elle est évidemment fascinante. Alors c'est une distinction qui est intéressante pour passer de la question du travail comme concept, comme Hegel l'a travaillé, comme Marx l'a travaillé aussi, avec le texte du cours précédent sur l'abeille et l'architecte, à la question du métier, qui lui, en ritualisant quelque chose, nous oblige à un rôle, nous donne un rôle, nous oblige à des gestes, des pratiques, des discours et des valeurs qui peuvent nous transformer, nous modifier, être contraires, encore une fois, à nos valeurs, etc. Alors, c'est une distinction qui permet de faire la transition, c'est une distinction qui est aussi un peu facile, parce qu'il semble que même en dehors du métier, le travail me modifie. Prenons par exemple, je ne sais pas moi, Schopenhauer. Schopenhauer, c'est un philosophe assez génial
qui n'a pas eu de poste à l'université allemande à son époque, ou qui en a eu pendant pas longtemps, ou alors un poste subalterne, je ne sais plus. Toujours est-il qu'il avait une dent contre l'université. Il pensait que l'université ne formait que des philosophes en cravate, des gens qui n'étaient capables que de ressasser les pensées des autres, qui étaient toujours d'accord avec la hiérarchie, etc. Et lui, Schopenhauer, son travail, c'était d'écrire de la philosophie, c'est ce qu'il a fait, mais même si c'était pas nécessairement dans le cadre d'un métier, parce que je ne sais pas à quel point l'édition payée au 19e siècle, mais en tout cas aujourd'hui, publier une œuvre philosophique, ça n'est pas ce qui fait bouillir la marmite. En tout cas, Schopenhauer, il s'est quand même profondément transformé par son écriture. Quand il écrit du point de vue de l'homme misanthrope, solitaire, pessimiste, etc., il est complètement embarqué dans cette pensée. C'est bien sa pensée, mais il la systématise, il la radicalise, et probablement aussi que cette pensée le transforme. Donc c'est pas seulement le métier qui peut nous aliéner, sinon ce serait trop facile, c'est peut-être aussi le travail. Et on va essayer de voir pourquoi à travers par contre l'exemple du métier. Alors, Karl Marx, donc je rappelle que pour Karl Marx, le travail est toujours ce qui nous humanise et ce qui développe notre rationalité. L'architecte développe sa rationalité même si ses œuvres sont moins parfaites que celles de l'abeille. Et pourtant, Karl Marx a fait une analyse non pas du travail pour le coup, mais du métier dans la société qui est la sienne. Donc Marx, c'est à la fois un historien et à la fois quelqu'un qui a cette rare qualité de penser le présent, ce qui est plutôt très très rare. Et Karl Marx, en fait, il va présenter cette thèse importante. Il va reprendre un terme de la psychiatrie. Il va dire, dans les conditions de travail, de métier du 19e siècle, du début du 20e siècle, l'ouvrier est aliéné. Le travail se présente pour l'ouvrier, par exemple, comme une véritable aliénation. Et qu'est-ce que c'est que l'aliénation ? Au départ, l'aliénation, c'est un concept vraiment psychiatrique. Comment je l'ai défini dans le coup, peu importe. L'aliénation, c'est le fait d'être dépossédé de soi. Je pense qu'on avait déjà évoqué ce terme, être aliéné. On parle d'un asile d'aliénés, pour parler d'un hôpital psychiatrique. Être aliéné, c'est ne plus être soi. C'est celui qui vous dit droit dans les yeux, voilà, j'ai fait Waterloo, je suis Napoléon. L'aliéné, c'est celui qui est sous le coup de la colère. Il peut y avoir des aliénations partielles, temporaires, comme lorsqu'on est en colère et qu'on est en train de crier des choses insensées à ses enfants ou à ses proches, etc. Enfin, l'état de colère ou l'état de folie nous aliène, c'est-à-dire nous fait sortir de nous, ou de ce qu'on suppose être le nous, puisque le soi, philosophiquement, me paraît être un problème et probablement aussi une illusion. C'est pas parce que c'est une illusion, c'est pas parce que c'est un concept illusoire pour l'individu que ça n'existe pas du tout, c'est simplement que ça n'existe pas au point qu'on l'imagine. Et en tout cas, ici, pour Marx, le travail pour les hommes, le métier pour les ouvriers du 19e siècle et du début du 20e siècle, et encore après, et encore aujourd'hui je pense, est aussi aliénant, est aussi dépossédant de soi, est tout autant une folie ordinaire que précisément la maladie psychiatrique, l'état de colère ou l'amour, qui est aussi une forme d'aliénation quand même de soi. Alors, le contexte de Marx, on le rappelle un petit peu, même si au fond, je pense qu'on peut trouver bien des exemples dans notre monde. C'est le contexte de la révolution industrielle et des débuts du capitalisme, même si, alors je suis pas historienne, je ne sais pas de quand on peut dater le capitalisme. En tout cas, il est bien certain qu'on est passé à un certain moment d'une économie de type industriel, c'est-à-dire simplement qui vise à produire des biens, même des biens en grande quantité, même pourquoi pas des biens luxueux, comme dans la fable des abeilles de Mandeville, qui a été écrite au XVIIIe siècle. Donc ça c'est référence au cours de philosophie politique, qu'ont eu les L et pas les S, bref, peu importe, j'en reparlerai. Une économie de type industriel, c'est une économie qui produit pour répondre à des besoins, voire répondre à des désirs. Alors que le capitalisme, c'est plus du tout une économie qui produit, un système économique qui produit pour répondre à des besoins ou pour répondre à des désirs, puisque il y a des objets qui sont produits et qui ne correspondent à aucun désir.
il suffit de se promener sur n'importe quelle page internet pour être envahi par des pubs pour des objets aussi inutiles qu'étranges, absurdes, loufoques, burlesques. Enfin, j'ai pas forcément d'exemples qui me viennent en tête parce que je fais abstraction, mais vous voyez tout ce qu'on peut trouver, je sais pas, toutes ces pubs qu'on peut trouver sur Wish ou sur n'importe quel site d'objets tous plus étranges les uns que les autres, parce que le capitalisme ne vise pas à produire des désirs, il faut qu'il fasse exister des désirs que l'individu n'éprouve pas, il faut qu'il puisse vendre. En fait, le capitalisme ne répond ni à des besoins ni à des désirs, il vise simplement à faire grossir le capital. Ça, c'est un concept de Marx. Quand on parle de capitalisme, quand on parle de prolétariat, quand on parle de toutes ces notions, ce sont des notions, en fait, ce sont des concepts marxiens, pas marxistes, puisque marxiste, c'est quelque part la doctrine politique, voire parfois la doxa politique, mais marxien au sens où c'est la pensée de Marx. Et Marx voit dans ce tournant de l'économie quelque chose de très important. Il va dire, c'est un monde des choses qui va s'opposer, se poser devant, s'opposer donc dans les deux sens du mot, se poser devant et puis devenir l'ennemi, s'opposer comme un ennemi s'oppose à moi. Le monde des choses va s'opposer au monde des hommes. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est plus l'homme, répondre à ses besoins, répondre à des désirs, le faire travailler, le faire sortir de l'état de paresse, etc., comme dans une économie de type industriel, mais plutôt le monde des choses, c'est-à-dire faire grossir le capital, faire grossir l'argent. Faire grossir ce qu'on va appeler tout simplement le capital, c'est-à-dire l'ensemble des richesses en fait qui vont être produites par l'économie et qui vont être évidemment détenues par un petit nombre d'individus. C'est évidemment l'apogée en fait de la bourgeoisie. Le capitalisme, ça va de pair avec l'essor de la bourgeoisie. Alors c'est pour ça que j'étais pas trop sûre tout à l'heure, 19e siècle. 19e siècle, c'est le siècle d'or de la bourgeoisie. Le XVIIIe siècle voit simplement l'émergence de la bourgeoisie à travers la Révolution française, à l'occasion de la Révolution française, et le XIXe siècle voit émerger l'éthique bourgeoise, l'éthique du capitalisme et d'un certain moralisme que Marx étudie sur un plan historique et économique. Alors, qu'est-ce que c'est que le monde ouvrier dont parle Marx ? C'est pas tout à fait l'idée qu'on se fait de l'ouvrier en fait aujourd'hui. Il pense pas tout à fait à l'homme qui est sur un chantier. Ça pourrait, mais celui qui est en train de faire son travail sur un chantier quelque part, il peut peut-être conserver une certaine liberté. Marx ici, il parle des ouvriers d'usine. Donc, première moitié du XXe siècle, tout le XIXe siècle également. Il faut rappeler toutes les conditions de travail qui ont été celles des hommes à ce moment-là, entre la fin du XVIIIe et la fin du XIXe, qui voit la naissance de la CGT, premier syndicat qui fait suite aux corporations d'ouvriers. Vous avez lu probablement Charles Dickens qui dépeint très très bien cette condition du prolétaire et de l'ouvrier dans les banlieues ouvrières de Londres. Les banlieues Cockney, je crois qu'on appelle ça. Vous avez lu peut-être Oliver Twist, cet enfant abandonné qui devient voleur. C'est mieux d'être voleur que d'être ouvrier d'usine, à la limite. Vous avez lu Germinal, ces hommes qui sont dévorés par la mine, ces hommes à qui rien n'appartient, qui peuvent à peine se nourrir après des heures et des heures de labeur, et ces hommes qui essayent de se révolter et dont Zola tire la leçon politique la plus cynique du monde, au sens où la révolte n'est pas une révolution, au sens où la révolte n'apporte rien parce que la force n'est alors pas du côté des ouvriers dans Germinal. Donc à ce moment-là, vous l'avez vu, si vous avez vu le film, lu le livre, on travaille au 19e siècle à partir de l'âge de 5 ans. Donc c'est l'âge de mon petit Paul que vous avez vu, c'est quand même très très jeune. Je ne sais pas ce qu'on pourrait lui confier comme travail, mais ça reste limité. Les journées de travail sont régulièrement de 14 heures, 15 heures, parfois 16 heures. Il n'y a pas évidemment de questions d'hygiène et de sécurité au travail, tout cela n'existe pas. D'ailleurs, dès lors qu'on est en train de produire un travail pour lequel on n'a pas de qualification particulière, pour lequel toutes les machines et tous les moyens de production appartiennent au patron, en fait,
eh bien on est toujours dans des conditions de travail qui peuvent être désavantageuses en fait. Il n'y a aucune raison d'avantager l'ouvrier qui précisément n'est pas en position de force par rapport au capitaliste justement, à celui qui produit. Je pense que c'est la même chose aujourd'hui dans les usines de femmes en Chine, au Mexique, hein, qui produisent des vêtements, des objets, des ordinateurs, des téléphones, des objets high-tech, etc. Donc les conditions de travail, la fatigue, les accidents du travail aussi qui révèlent les conditions de vie, hein, mais qui pouvaient arriver même début du XXe siècle. Hein. Moi j'ai déjà entendu des histoires qui pouvaient se passer pas très loin de chez nous, hein, dans les fonderies de Pont-à-Mousson, au cœur de l'usine Saint-Gobain, où des hommes tombaient dans les hauts fourneaux et puis étaient brûlés, morts parfois dans les hauts fourneaux, hein, donc ils sont à une température qui permet la fonte de la ferraille, hein, donc quelque chose de terrible. Donc on voit un petit peu que les conditions de travail, forcément, elles créent quelque chose de particulier chez l'individu. Alors c'est pas ça qui va être très original chez Marx, c'est pas ça qui est le plus difficile à comprendre, hein, dans la pensée de Marx et dans le texte qu'on va lire tout à l'heure, mais quand même ça compte énormément. Ça compte énormément parce que la fatigue, les conditions de travail, eh bien, ça crée des individus épuisés, ça crée des bêtes de somme, ça crée des êtres qui ne peuvent faire que travailler, qui ne peuvent plus finalement penser, lire, débattre, avoir du loisir. Voilà, le seul loisir et le temps nécessaire pour se remettre au travail en réalité, hein, manger, dormir, surtout boire. Donc les conditions sont très très importantes et vont quand même produire évidemment cette aliénation. Donc ça c'est du concret. C'est très important. Je ne sais pas trop comment vous faire comprendre ça autrement que par le tableau qui donne la larme à l'œil. C'est pas le but. Le but c'est de comprendre que un être humain ne peut supporter quand même peut tout supporter en fait, c'est la leçon des camps de concentration. Un être humain peut tout supporter, en revanche quand il supporte tout, il ne peut que se transformer. Et donc l'aliénation du travailleur ici, c'est d'abord l'aliénation de l'homme qui est placé dans des conditions qui sont somme toute inhumaines. On est censé se réaliser par le travail et là en fait on tue sa vie en fait d'être pensant, d'être humain, d'être qui a d'autres objectifs au travail. Mais il y a aussi quelque chose de plus précis que Marx nous apporte grâce à en fait l'objet de son texte là, hein, c'est les manuscrits de 1844, donc vous avez un extrait. C'est non pas un plaidoyer pour les ouvriers, parce que au fond, voilà, évidemment, Marx, il y aura une dimension politique aux écrits de Marx, hein, il y aura évidemment la question des prolétaires, hein, qui va se poser, mais ce que Marx entend faire, c'est surtout quelque chose de philosophique, de politique, c'est une dénonciation rigoureuse, en règle, du capitalisme. Donc c'est surtout à l'occasion d'une dénonciation rigoureuse du capitalisme que Marx va en venir à parler du statut du travailleur. C'est le capitalisme qui broie le travailleur. Et Marx parle d'abord du capitalisme, ensuite du travailleur, mais peu importe au fond, hein, son objectif c'est vraiment d'essayer de nous faire comprendre dans quoi on est. Donc lui c'est son présent, son passé proche, il essaye de nous faire comprendre dans quoi on est en lui donnant un nom précisément, le capitalisme. Voilà ce qu'il y a de différent, voilà en quoi imperceptiblement notre monde a changé. C'est ça l'objectif de Marx, hein. L'objectif de Marx c'est pas l'objectif de la CGT, hein, précisément, qui va être du coup, Marx est allemand, la CGT c'est le premier syndicat français. L'objectif de la CGT, hein, même si on n'est pas géographiquement au même endroit, ça va être justement la défense des travailleurs. Mais Marx ne parle pas de ça. Donc Marx est très précis, c'est un historien d'abord, un sociologue, avant d'être un philosophe au fond. Il est philosophe au sens où il construit des concepts, et des concepts qui sont éminemment politiques. Donc il fait la critique du travail, c'est vrai, enfin plus exactement du métier, mais peut-être d'ailleurs qu'on peut étendre au travail, parce que peut-être que dans une société capitaliste, il n'y a pas d'autre manière de travailler que la manière capitaliste de travailler, même pour l'artiste, même pour l'enseignant, enfin peu importe. Donc Marx fait la critique du travail dans les sociétés capitalistes, au sein des sociétés capitalistes.
Alors, il faut bien se souvenir que pour Marx, le travail, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui développe l'humaine nature. La vertu du travail, c'est qu'elle développe la rationalité. L'architecte fait sans doute des œuvres moins parfaites que l'abeille, mais l'architecte, au moins, développe sa rationalité, ce que ne peut pas faire l'abeille, qui, de toute façon, travaille de façon toujours identique, sans réflexion, sans plan, sans idéal, etc. Donc c'est pas le travail le problème de Marx, c'est le travail au sein d'une société capitaliste. Alors, je vais lire ce texte tout doucement, texte qui est quand même assez difficile. En fait, je pense que je vais le lire en 3 fois, parce qu'il y a 3 grands moments dans ce texte. Et Marx, c'est tellement dense à lire, c'est tellement cauchemardesque, tous les lecteurs de Marx savent bien que en fait, on va s'arrêter à chaque grand moment pour expliquer un petit peu les concepts et les thèses qui sont en jeu dans le texte. Donc c'est le texte de Marx que vous avez en pièce jointe, manuscrit de 1844. Donc voilà. Alors, je vous lis le début du texte sur la question de la marchandise, concept très très important chez Marx. L'ouvrier s'appauvrit d'autant plus qu'il produit plus de richesses, que sa production croît en puissance et en volume. L'ouvrier devient une marchandise. Plus le monde des choses augmente en valeur, plus le monde des hommes se dévalorise. L'un est en raison directe de l'autre. Le travail ne produit pas seulement des marchandises, il se produit lui-même et produit l'ouvrier comme une marchandise, dans la mesure même où il produit des marchandises en général. Alors, ici, le mot marchandise est très important. Qu'est-ce que c'est qu'une marchandise? C'est un bien qui se marchande. Et il y a 3 marchandises, en fait, dans le texte. Il y a la marchandise qui est produite par l'usine, par exemple le minerai qui est extrait des mines, les vêtements, les tissus qui sortent des usines de tissage ou que sais-je. Il y a cette marchandise-là. Il y a une deuxième marchandise qui est le monde du travail lui-même. Le monde du travail est devenu une marchandise, comme si, quelque part, le capitalisme était une marchandise, comme si le système tout entier était devenu une marchandise. Ça, c'est très étonnant. Et troisième chose, un peu moins étonnante par rapport à tout ce qu'on a dit, mais encore faut-il en saisir tous les enjeux, la troisième marchandise, c'est l'ouvrier. Alors, pourquoi finalement, Marx commence par un paradoxe qu'on va éclairer. Il dit « L'ouvrier s'appauvrit d'autant plus qu'il produit plus de richesses ». Ça sonne... Voilà, donc je reprends. L'ouvrier est une marchandise, le monde du travail est une marchandise, et la marchandise est le produit évidemment de l'usine capitaliste. Alors, la marchandise est le produit de l'usine capitaliste au sens où il ne s'agit plus d'une œuvre, il s'agit d'une marchandise. Pour bien comprendre, on opère toujours une distinction conceptuelle. Un artisan qui va produire une table en particulière qui correspond à une demande ou qui correspond à une mode, il produit en fait une œuvre. Dans une usine capitaliste dans laquelle les rendements doivent être très élevés, qui doit produire beaucoup pour faire grossir le capital, on ne produit pas du tout des œuvres, on produit des marchandises, puisque leur seul intérêt n'est pas de décorer un salon ou d'être des objets esthétiques, mais avant tout d'être des objets qui se vendent. En fait, c'est la condition. C'est pour ça que le mot marchandise est tellement important. Le monde du travail lui-même devient une marchandise. Ça, c'est intéressant, puisqu'au fond, l'usine elle-même devient une marchandise. Tout le circuit, c'est une marchandise parce que tout le circuit est destiné à vendre. L'argent du capital va être réinvesti pour produire à nouveau du capital et en quelque sorte, c'est comme si ce type d'économie inventait quelque chose qui lui échappe. C'est comme si ce type d'économie était finalement lui-même une marchandise. C'est pour ça que Marx parle bien de monde des choses. Il ne dit pas le monde créé par les bourgeois pour les bourgeois. Il ne dit pas ça. Même aux bourgeois, au fond, ça leur échappe. Leur usine, c'est une marchandise. Leur fortune, si elle sert à investir, donc le capital, c'est une marchandise. C'est une marchandise parce que c'est quelque chose qu'on va essayer de vendre. Et même si on n'est pas en train d'investir pour produire des marchandises, on peut encore investir de l'argent dans de l'argent. Enfin, on peut investir dans la bourse, on peut investir dans des actions. Donc le monde du travail, quand il est dans une économie capitaliste, il n'est plus que capitaliste. Le monde du travail devient une marchandise. Ce qui explique aussi que finalement, cette marchandise, elle s'exporte au-delà de l'usine capitaliste. C'est ce qu'on voit bien aujourd'hui. L'école devient une marchandise. La santé
devient une marchandise. Le médicament n'est plus là pour guérir, mais pour faire du profit. On organise des pénuries, on fixe des prix, on met en place un système de concurrence avec des médicaments génériques qui ne génèrent pas le même pourcentage de profit, etc., qui occasionnent des amendes, etc. Donc voilà, tout va devenir une marchandise. Et en fait, c'est ce que Marx dit au 19e siècle est terriblement prémonitoire et terriblement intelligent, puisqu'il dit finalement, si le but c'est de faire grossir le capital, si le but c'est de faire grossir le monde des choses, alors attention, tout va devenir une marchandise. Et c'est terriblement vrai. Le monde capitaliste donne terriblement raison à Marx, au sens où le monde capitaliste est une marchandise. Rien n'est fait pour les hommes, en fait. Enfin, les hommes sont accidentellement servis, les hommes peuvent avoir des médicaments, les hommes peuvent aller à l'école, les hommes peuvent acheter des vêtements, ils sont accidentellement servis à condition qu'ils puissent acheter. Et seulement à condition qu'ils puissent acheter. Et si les hommes sont accidentellement servis par le monde des choses, par l'économie capitaliste, c'est pas pour les hommes, c'est juste pour faire grossir le capital. C'est vraiment très important et on peut vraiment en trouver plein d'exemples, ce qui explique que le capitalisme est un monstre qui grossit de lui-même, un monstre qui échappe aux hommes qui ont pu l'imaginer, sans avoir imaginé peut-être tout le système, un système qui s'est mis en place de soi, qui repose sur la question finalement de produire un capital, qui repose en fait sur la question de l'argent. Le capital, c'est pas tout à fait l'argent, parce que le capital, c'est aussi les moyens de production, c'est aussi les actions, les obligations, c'est un tas de choses, c'est la machine, voilà, c'est l'ouvrier aussi, hein, c'est un capital, c'est une ressource humaine. Donc le capital, c'est plus que l'argent, mais au fond, la finalité, elle est là. La finalité, c'est l'argent, ce qui est quand même une finalité vraiment plus qu'étrange, puisque le monde des choses prend une importance telle que finalement c'est l'argent qui règne en maître, et en fait on ne comprend pas très bien comment une chose qui est une simple monnaie d'échange peut finalement devenir le maître du monde en quelque sorte. C'est déjà ce que dénonçait, une distinction que faisait Aristote dans l'Antiquité grecque, hein, qui disait finalement les hommes s'intéressent à l'argent pour l'argent et plus seulement à l'argent comme monnaie d'échange, ce qui est très étrange. Ça trouve son paroxysme dans l'économie capitaliste. Donc, le capital est une marchandise, la marchandise est le produit de l'usine, et l'ouvrier dans le capitalisme est une marchandise. Au fond, tout travailleur dans le capitalisme est une marchandise. Bon, l'exemple va rester sur l'exemple de Marx, hein, sur l'ouvrier. Ce n'est pas un travailleur respecté et désiré. C'est pas quelqu'un à qui on va dire ton savoir-faire est précieux, j'adore ces statues de marbre, voilà, j'adore le plafond de la chapelle Sixtine, ce que tu fais c'est génial, Galilée, y a que toi pour trouver ça, etc. Non, pas du tout. C'est pas un travailleur respecté et désiré pour des compétences propres, c'est pas quelqu'un qu'on va aller chercher parce qu'il a un talent particulier, hein. L'ouvrier du 19e siècle, c'est vraiment finalement le paradigme du fait que le travailleur devient une marchandise. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a des gens qu'on désire pour leurs compétences, mais précisément, on ne les désire que pour leurs compétences. Et quelles que soient leurs compétences respectives, s'ils ne font plus leur travail de marchandise, bien, on n'en a plus besoin en réalité. Alors que Galilée peut passer une année sabbatique, ça sera toujours Galilée. Quelqu'un qui boursicote, quelqu'un qui travaille en bourse, etc., qui achète de l'argent, qui revend de l'argent, on le désire s'il est très compétent, mais enfin, s'il s'arrête, eh bien, dehors, au fond. Comment une telle chose est possible? Il faut vraiment distinguer la condition du travailleur dans l'économie capitaliste de la condition de l'artisan ou de l'artiste, qui sont quand même le symbole fort de ce que c'est qu'un travailleur au sens de Hegel, quelqu'un qui développe une rationalité, quelqu'un qui produit une œuvre, quelqu'un qui devient un être objectif par le travail, à travers une œuvre, à travers une réalisation décidée, conçue de bout en bout. Ici, l'ouvrier, on peut l'acheter, on peut s'en débarrasser. Le travailleur de façon générale, hein, dans le capitalisme, on peut l'acheter. On peut l'acheter soit par de l'argent, soit par des distinctions, soit par des petits avantages, etc. On peut tout aussi bien s'en débarrasser, ça n'a pas beaucoup d'importance. Exemple, tout le monde se souvient peut-être dans Germinal de Zola que les maisons des ouvriers et le charbon qui sert à chauffer, évidemment, appartient à la famille qui possède l'usine. Donc c'est très bien qu'ils payent les maisons et le chauffage, hein, c'est ce qu'ils disent, mais en réalité, les gens sont dépossédés de leur lieu d'habitation. Ils ne possèdent rigoureusement rien. Donc c'est vraiment de pure marchandise. Ce sont vraiment de pures marchandises.
Lorsque Marx dit que l'ouvrier est une marchandise, ça va plus loin. Il y a un système pratique, rapide, efficace, qui permet de faire en sorte que le travailleur dans le capitalisme soit une marchandise, quelque chose de terriblement efficace, de terriblement puissant socialement. Tous les hommes ont peur de l'exclusion sociale, et dans un système capitaliste, les hommes ne peuvent pas manquer d'argent, puisqu'on doit toujours payer pour un tas de choses dont on n'a d'ailleurs aucun besoin et qu'on achète tout de même, hein, voilà. Eh bien, ce qui rend le travailleur dans une économie capitaliste si obéissant, ce qui fait de lui une marchandise, c'est le chômage. Le chômage, puisque le chômage a une vertu à la fois policière en quelque sorte, il discipline les gens, et puis le chômage, le chômeur, c'est aussi le soldat de réserve. Les chômeurs, c'est l'armée de réserve du capitalisme. Si tu ne fais pas l'affaire, ça n'est pas très grave. Il y a 10 ouvriers à la porte qui attendent. En particulier, donc, c'est pas sans raison que Marx prend l'exemple de l'ouvrier. C'est parce qu'évidemment, du bourgeois au prolétaire, on est vraiment dans le moment où on dépeint un conflit social très visible. Je ne sais pas, fin du XXe siècle, la classe moyenne ne ressent pas. Aujourd'hui, par exemple, ce voile de fumée, hein, ce voile de Maya commence à s'évaporer, et on voit bien qu'on est toujours dans ce même conflit entre celui qui possède et celui qui travaille. Donc on est vraiment toujours dans le même paradigme, hein. C'est pour ça qu'on parle de la disparition des classes moyennes en réalité, parce que ce que décrit Marx ici, c'est vraiment à la fois un conflit social, et en même temps, comme je vous disais, hein, le sort de l'ouvrier n'intéresse pas Marx en tant qu'il est un travailleur social ou quelque chose comme ça, pas du tout. Le sort de l'ouvrier intéresse Marx parce que c'est la situation même symptomatique de ce qu'est ou de ce que sera le travailleur dans une économie capitaliste, en fait. C'est vraiment tout à fait symptomatique. Si tu n'es pas obéissant, il y en a d'autres qui peuvent faire le travail à ta place. Alors, si tu es ouvrier dans une usine capitaliste, on peut te remplacer puisque tu n'as pas de savoir-faire, puisque ta formation a duré 2 jours, puisque ça n'a aucune importance. Si tu es autre chose, ne t'inquiète pas, de toute façon, ce n'est pas toi qui as de l'importance, c'est ton travail. Et on peut apprendre à d'autres personnes à faire ton travail, ça n'est pas grave. On ne recherche pas, je sais pas moi, un prof talentueux, on va rechercher un prof efficace, obéissant, servile. On ne va pas rechercher un ouvrier talentueux à l'usine, on va rechercher un ouvrier efficace, servile, obéissant. On ne va pas forcément rechercher une infirmière talentueuse, hein, parce qu'il ne s'agit pas de soigner les gens, il s'agit de faire du profit. On va rechercher quelqu'un, encore une fois, de rapide, efficace et obéissant. Donc vraiment, pour que le monde des choses prenne une telle importance, pour que le capital croisse, il faut que l'ouvrier soit une marchandise. Et le chômage est un outil formidable pour faire de l'ouvrier une marchandise. C'est ce que dit Marx dans le texte, hein, je reprends le passage que je viens de lire. Hein. Oui, alors je pense que j'étais en train de commencer à commenter et que j'ai commencé par ce paradoxe avant de faire une petite pause. L'ouvrier s'appauvrit d'autant plus qu'il produit plus de richesses que sa production croît en puissance et en volume. C'est paradoxal, plus l'ouvrier produit, plus il s'appauvrit. C'est rigolo parce que l'artiste ou l'artisan, plus il produit, plus il est riche. Le bourgeois, plus il produit, plus il est riche. Le bourgeois, c'est-à-dire celui qui possède l'usine. Alors que pour l'ouvrier, c'est l'inverse. Parce qu'évidemment, plus l'ouvrier produit, plus il fait grossir le capital. Plus il fait grossir le capital, plus il y a de chômeurs, plus il y a, au fond, de travailleurs qui peuvent faire le travail à sa place. Plus il y a de gens qui doivent acheter, donc qui doivent travailler, donc qui peuvent le remplacer. Donc au fond, plus l'ouvrier produit, plus pour le futur il s'appauvrit, ou en tout cas il appauvrit ses enfants, il appauvrit la condition de vie des ouvriers, ça c'est sûr. L'ouvrier devient une marchandise qu'on peut remplacer. Là c'est clairement la question du chômage. Plus le monde des choses augmente en valeur, plus le monde des hommes se dévalorise. Alors là c'est un petit peu difficile dans le texte, parce que moi j'ai parlé d'importance, j'ai parlé de quelque chose de chiffré, j'ai pas parlé de valeur. Moi j'ai dit, plus le monde des choses existe, devient fort, plus le capital grossit, plus il y a de l'argent, plus le monde des hommes n'a plus d'importance. Parce qu'en fait, c'est pas l'objectif, c'est pas le but. Pourquoi il parle de valeur ici? Mais il parle de valeur parce que, normalement, on travaille, on achète, on consomme. C'est aussi un terme très fort, ça, consommation, pour exister. Parce qu'on est des êtres humains. Enfin, l'animal ne s'intéresse pas au travail, l'animal ne consomme pas. Et pourtant,
l'objectif dans le travail capitaliste, ce n'est pas d'enrichir les hommes, c'est pas de rendre les hommes moins paresseux, c'est pas du tout de faire travailler les hommes, c'est de faire grossir le capital. Donc effectivement, plus en fait c'est l'argent qui a de la valeur aux yeux des hommes, aux yeux des capitalistes, plus tout ce qui va concerner l'homme n'en aura pas. Par exemple, une activité qui ne rapporte rien, une activité qui n'est pas considérée comme rentable, est invisible, est inutile, n'est pas rémunérée, ne fait pas partie en fait du système capitaliste. Voilà, on peut prendre plein d'exemples en fait. Je ne sais pas, dans le métier d'enseignant par exemple, ce qui est valorisé, c'est pas du tout la qualité du cours, c'est la capacité qu'on a à être présent, à être visible, à participer à des réunions, à être obéissant, etc. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est lié à la valeur humaine, à la valeur intellectuelle, à la valeur rationnelle, à des choses qui sont pleinement humaines, c'est quelque chose qui est lié à la valeur de fonctionnement de l'économie, visible, obéissant, efficace, c'est toujours les mêmes mots d'ordre. C'est pourquoi aussi il y a un ensemble d'activités qui sont seulement bénévoles ou associatives, dont on va manquer cruellement quand il s'agit finalement quand les gens qui le font ne peuvent plus le faire. Je pense des activités comme ce qui a été, je crois, inventé par Marie-Antoinette, c'est rigolo, la soupe populaire ou les restos du cœur, etc. Ça produit rien en fait pour le capital. Donc c'est pas dans le monde du travail capitaliste. Donc c'est pas que l'État se décharge sur des associations, c'est pas du tout ça, puisqu'il va en plus aider à les financer, mais surtout, il va pas beaucoup aider à les financer, mais c'est surtout pas une question politique en fait, c'est une question économique. Pour Marx, là on voit clairement que toutes ces activités qui sont invisibles, toutes ces activités qui ne produisent pas d'argent, elles ne seront pas valorisées dans une économie capitaliste. S'occuper des enfants, les tâches domestiques, ça va pas être valorisé dans le travail capitaliste. Pourtant c'est nécessaire, mais ça ne va pas être valorisé dans le travail capitaliste. Voilà. Alors, le travail ne produit pas seulement des marchandises, il se produit lui-même comme marchandise. Donc ça, on l'a vu, il devient un monstre, il devient une marchandise. La bourse, c'est une marchandise. L'usine, c'est une marchandise. On peut l'exporter, par exemple. On peut la revendre, on peut la faire acheter à un grand groupe, etc. Donc, il se produit lui-même comme une marchandise et il produit l'ouvrier comme une marchandise, dans la mesure même où il produit des marchandises en général. Donc là, il dit vraiment que c'est pareil. 3 types de marchandises dans le capitalisme. L'ouvrier, le travail et la marchandise. J'aurais dû le dire dans un autre sens. La marchandise produite, l'ouvrier qui produit la marchandise, et même l'usine et tout le système qui va produire et l'ouvrier et la marchandise et surtout le capital. Donc ça, c'était pour la première partie du texte sur la notion de marchandise. Et ici, la distinction conceptuelle très utile qu'on peut faire pour se souvenir de cette notion, c'est de distinguer la marchandise et l'œuvre. Alors, deuxième partie du texte. Cela revient à dire que le produit du travail vient s'opposer au travail, comme un être étranger, comme une puissance indépendante du producteur. Le produit du travail est le travail qui s'est fixé, matérialisé dans un objet. Il est la transformation du travail en objet, matérialisation du travail, la réalisation du travail et sa matérialisation. Donc là, Marx est en train de dire, il a commencé par dire le produit du travail vient s'opposer au travail comme un être étranger. C'est vrai dans les deux cas. C'est vrai dans l'économie industrielle, c'est vrai dans l'économie capitaliste. Dans la première partie du cours, je disais un article ou une dissertation que j'ai fait il y a très longtemps, je ne vais pas forcément m'y reconnaître. Cette œuvre vient à un moment donné s'opposer à moi, se poser devant moi. C'est vraiment cette ambivalence du mot, voilà, les deux sens sont valables. C'est quelque chose de, voilà, une puissance indépendante du producteur. Alors là, avec le terme puissance, on n'est plus seulement dans l'œuvre, puisque la puissance c'est quelque chose de dynamique, on est vraiment dans la question du capital. C'est le capital, la puissance indépendante du producteur. Mais surtout après tout ce que dit Marx, là, ce que je viens de lire, le produit du travail et le travail qui s'est fixé, matérialisé dans un objet, etc. Là, Marx, il parle de l'œuvre. Il parle de quelque chose de positif en fait. Il parle de la valeur habituelle du travail. Habituellement, le produit du travail, c'est un objet. C'est le travail qui s'est fixé dans un objet. C'est la statue, c'est la peinture, c'est la table, c'est, je sais pas, la cuisine, c'est, peu importe. Et après, il précise, donc je lis la suite du texte, dans les conditions de l'économie
politique, en fait, là, il entend par là économie capitaliste, évidemment c'est politique, puisqu'il y a un rapport de pouvoir. Dans les conditions de l'économie politique, ou encore dans les conditions de l'économie capitaliste, qui est politique, parce qu'elle implique un fort rapport de pouvoir, cette réalisation du travail, qui devrait être une œuvre, apparaît comme la déperdition de l'ouvrier. La matérialisation, donc l'œuvre, comme perte et servitude matérielle. L'appropriation comme aliénation, comme dépouillement. Alors ici c'est important, il y a un tas de mots qui apparaissent. Il y a une déperdition de l'ouvrier, donc un affaiblissement de l'ouvrier en quelque sorte. L'ouvrier n'existe plus. Déperdition de l'ouvrier, c'est pas simplement qu'il s'affaiblit, c'est qu'il n'existe plus, parce qu'il n'est plus qu'un rouage, il n'est plus un ouvrier, il est une marchandise. La matérialisation comme perte et servitude matérielle, l'ouvrier est esclave de ce qu'il produit. Et c'est vraiment ce qu'on peut ressentir dans une usine, être esclave de ce qu'on produit. Par exemple, si j'écris un article, ce que je vais faire tout à l'heure, eh bien, je ne suis pas esclave de ce que j'écris. Évidemment, un petit peu, parce que je ne peux pas m'arrêter avant que ce soit fini, parce que c'est fatigant, parce que parfois les mots ne vont pas venir, parce que ce que je veux exprimer ne va pas être exprimé facilement, parce qu'il va falloir que je reformule. J'en suis esclave parce que c'est un projet. J'en suis esclave jusqu'au moment où l'œuvre me libère de cet esclavage. Quand elle est faite, je n'en suis plus esclave. J'en suis fière, puis ensuite j'y suis indifférente parce que je ne m'y reconnais plus. Alors qu'ici, ce que fait l'ouvrier dans l'usine, c'est une pure servitude. C'est-à-dire qu'il en est toujours esclave puisqu'il ne fait pas d'œuvre. Rien n'est fait. Alors, j'ai jamais été ouvrière d'usine au 19e siècle, mais enfin, quelque chose qui peut peut-être paraître assez semblable et que je pense Marx n'aurait pas renié comme exemple, c'est l'expérience des call centers. C'est connu, les call centers. Ça a été un petit peu médiatisé à un moment comme lieu de travail vraiment terrible, un peu moins maintenant, parce que quand on s'habitue à une horreur, on n'en parle plus. Le call center, c'est cet endroit où en fait, vous n'êtes pas standardiste, vous êtes téléopérateur de saisie, c'est-à-dire vous ne faites que saisir. Vous êtes un travailleur à la chaîne, vous ne faites que obéir aux ordres, vous ne faites que lire un script. Et pendant plusieurs heures, vous dites toujours la même chose. Et les appels viennent en continu. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a rien qui est réalisé. Bon, parfois, il y a un client qui dit merci, pour 4 clients qui insultent, mais même ce petit contentement, c'est une maigre consolation, parce qu'au fond, il n'y a pas d'œuvre. Et même s'il y a cette maigre consolation, comment on le sait qu'il y a cette servitude? C'est vraiment un fort ressenti. D'abord, il n'y a pas d'œuvre. Évidemment, les conditions sont propices à ça, c'est-à-dire qu'on ne crée rien et on est libre de rien. Les pauses sont comptées à la seconde près. Le temps de travail est compté à la seconde près. On peut dépasser, mais on ne peut pas faire moins. Et on ne peut pas dépasser longtemps parce qu'après, il faudrait payer plus. Donc ça, c'est gênant. Il faut quand même maintenir les salariés dans un état de précarité relative qui leur permet d'être obéissants. C'est vrai, je parlais tout à l'heure du chômage, mais évidemment, la précarité est une arme extrêmement forte aussi pour produire de l'ouvrier capitaliste. Parce que si on a tout ce dont on a besoin, en fond, on va peut-être se payer le luxe de faire grève, on va peut-être se payer le luxe d'arrêter de travailler, de chercher autre chose, d'avoir d'autres perspectives, de faire des revenus alternatifs. Alors que là, non, on ne peut pas. Dans une telle situation de précarité qu'on lutte d'abord pour sa survie. L'appropriation comme aliénation, comme dépouillement. On est dépouillé parce qu'au fond, on est esclave d'une chose qui n'est pas notre projet, qui n'a aucun sens. C'est comme le travail à la chaîne en fait, répéter 100 fois une phrase, ça n'a aucun sens. Donc quand on sort de là, il faut, pour 6 heures de travail dans un call center, il faut 3-4 heures pour que le cerveau s'en remette en fait, tout simplement. Et en fait, elle est là, la déperdition de l'ouvrier. Déjà, c'est pas un ouvrier, c'est pas quelqu'un qui produit. Et il y a une aliénation au sens où c'est pas simplement que quand j'y suis, les conditions de travail sont terribles. C'est que quand j'en sors, je ne suis toujours pas moi-même. C'est ça qui est très très intéressant. Alors, du coup, j'ai pas l'expérience de l'usine, mais le call center, ça je m'en souviens. Et bien effectivement, dès qu'on y va, on sait ce que ça va donner. Donc forcément, on est déjà en situation d'aliénation parce qu'on sait que pour 6 heures de travail, il va falloir 4 heures pour s'en remettre, ce qui fait quand même 10 heures. Et les 4 heures suivantes pour s'en remettre, elles sont des heures
à vivre comme un zombie en fait. Alors autant quand on sort du travail, on est fatigué, on se sert l'apéro, on se détend, etc. Ou alors pas du tout, ou alors on fait à manger aux gosses et tout, mais bon, peu importe. Autant il faut toujours une soupape entre le travail et le temps de loisir, autant là, c'est même pas une soupape, c'est carrément une guérison qu'il faut. Donc on est vraiment dans une aliénation très très forte. Pourquoi ? Parce que on ne travaille pas en fait en tant qu'ouvrier dans une usine capitaliste pour produire une œuvre, on travaille pour faire grossir le capital. On ne répond pas du tout à un besoin, à un désir ou à une tâche qui a du sens. Le capital a sa propre fin, qui est l'argent. Le travail, il n'est pas nécessaire qu'il ait sa propre fin, en fait. Parce que le travail, en fait, l'œuvre, il n'y a pas besoin d'avoir une œuvre qui a un sens. Ce qui a un sens, c'est de faire grossir le capital. C'était très intéressant dans l'expérience du call center que le client soit satisfait ou non, ça n'avait aucune importance. Que l'on fasse bien notre travail, ça n'avait aucune importance. Ça, c'était comme génial comme truc. Que l'on soit habile pour trouver rapidement les numéros de téléphone, que l'on soit courtois, que l'on soit efficace, rapide, que l'on ne prenne pas de pause, etc., n'avait aucune importance, en fait. Parce que le client n'a pas besoin d'être satisfait, en fait. Il est abonné. Par contre, il faut prendre beaucoup d'appels, il faut que ça tourne, en fait, c'est tout. Peu importe comment ça tourne, il faut juste que ça tourne. Parce que c'était SFR, parce que SFR produit de l'argent, en fait. Donc, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de réalisation concrète, parce que ça n'est pas la tâche qui a sa propre fin, c'est simplement le capital qui poursuit sa propre fin à travers le travail des individus, vraiment. Alors c'est rigolo, du coup, quand on travaille dans un call center, on peut dire n'importe quoi au client, au fond, puisque de toute façon, tout le monde s'en fout. Parce que c'est pas important. L'important, c'est qu'il y ait des gens qui soient là. Et que s'ils sont pas là, il y en ait d'autres qui les remplacent, que les gens soient suffisamment précaires pour accepter ça, pour accepter de faire ça, et que donc, ça tourne, et que donc, SFR puisse continuer à fabriquer de l'argent. Que les gens aient l'illusion que quelqu'un leur réponde au téléphone quand ils ont un problème, etc. Donc, la question évidemment qui va se poser, on va la reposer après, c'est la question de savoir si le capitalisme, est-ce qu'il exacerbe simplement une aliénation par le travail qui existe toujours un peu, je disais tout à l'heure, écrire un article, il va y avoir forcément une forme d'aliénation, une forme de fatigue psychique, etc. Ou bien, et ça c'est plus intéressant, et il me semble qu'il y a ça dans le texte de Marx, ou bien est-ce que le capitalisme fait exister une forme nouvelle d'aliénation, ou plutôt remplace la fatigue et la pénibilité du travail, qui sont encore des choses qu'on peut entendre, par l'aliénation, qui là tend vers la folie en réalité. Mais encore une fois, dans l'économie capitaliste, pour Marx, peu importe la folie des individus, tant que ça tourne, tant que le capital produit, peu importe que les gens développent des pathologies, que les gens fassent des burn-out, que les gens soient en arrêt de travail, peu importe qu'ils fassent mal leur travail, peu importe, tant que le capital continue à grossir, tant qu'on continue à produire en fait de l'argent. Alors ça c'est important parce que l'aliénation du travailleur ici elle est concrète. C'est pas juste qu'il est fatigué, c'est pas juste qu'il travaille dans des conditions qui sont quand même déplorables, c'est qu'il n'est qu'un moyen. Normalement quand je travaille, j'ai une finalité et puis je suis à moi-même ma propre fin. Quand j'ai fini le cours, j'ai fini le cours. J'ai été un moyen, mais mon travail c'est aussi une fin que je me suis donnée ou une fin qu'on m'a donnée, mais bon, qui a sa propre fin. Je suis pas obligée de le faire bien. Mais si je le fais bien, alors c'est autre chose. C'est quelque chose, une finalité que je me suis posée en tant qu'agent libre. Alors que si je ne suis qu'un moyen d'occuper les élèves, en ce cas, je suis aliénée. C'est ça l'idée en fait, c'est que le travailleur poursuit en fait une fin qui est l'œuvre de son travail et en même temps atteint une fin qui est sa rationalité, son humanité, sa capacité à devenir humain. Ici, dans l'économie capitaliste, pas du tout. Le travailleur n'est qu'un moyen. Peu importe ce qu'il fait en réalité, il faut qu'il essaye de bien faire un petit peu quand même, ça produit plus d'argent. Le mieux, c'est qu'il croit bien faire, parce que s'il croit bien faire, il va toujours le faire. Voilà, ça c'est bien. S'il ne croit pas bien faire et qu'il fait ça comme ça, c'est pas grave, on le garde. Si on a quelqu'un sous la main pour le remplacer, on le remplace, mais peu importe. Dans tous les cas, le travailleur, dans l'économie capitaliste, n'est vraiment qu'un moyen. Et là, il y a une véritable aliénation, parce que quand l'homme devient un moyen pour un autre homme, ou pour une politique, ou pour une économie, ou pour quelque chose, il n'est plus libre. Il n'est plus libre de sa pensée, il n'est plus libre de ses actes, de ses finalités, de ses buts, donc il n'est plus humain en fait.
d'accord? Donc là, c'est vraiment très important. Le travail dans la première partie du cours, de façon un peu abstraite, le travail en général, le travail dans la dialectique du maître et de l'esclave, le travail humain comparé au travail de l'abeille, le travail que enseigne Hegel dans une perspective qui est justement anhistorique, qui n'est pas historique, qui est abstraite, philosophique. Bon, ce travail-là, il nous humanise. On n'est plus paresseux, on est capable de faire des choses, on acquiert une identité, on acquiert des qualités objectives. Alors qu'ici, dans l'économie capitaliste, l'homme n'est plus qu'un moyen. Et donc, il perd son humanité. Il est aliéné, dépossédé de sa liberté, dépossédé de sa pensée, dépossédé de se poser des fins propres, donc dépossédé d'une forme de liberté qui définit quand même l'être humain. Donc voilà, c'est énorme. J'aime beaucoup Marx. Ça se sent, je pense. Alors, voilà pour le deuxième point du texte. Et puis, je vais lire la fin du texte qui est évidemment passionnante. Toutes les conséquences découlent d'un seul fait. L'ouvrier se trouve devant le produit de son travail dans le même rapport qu'avec un objet étranger. Cela posé, il est évident que plus l'ouvrier se dépense dans son travail, plus le monde étranger, le monde des objets qu'il crée en face de lui, devient puissant. Et que plus il s'appauvrit lui-même, plus son monde intérieur devient pauvre, moins il possède en propre. Je vais déjà m'arrêter là. Marx, c'est toujours corsé. Marx, lecteur de Hegel, c'est vraiment... philosophe allemand en général, c'est assez costaud, ça tient peut-être à la langue allemande, je ne sais pas. Alors, l'ouvrier se trouve devant le produit de son travail dans le même rapport qu'avec un objet étranger. C'est-à-dire que, par exemple, mon cours, c'est mon cours. Mais si on me donne un script à dire au téléphone, c'est pas du tout moi qui l'ai fait. Si on me donne un cours tout prêt à donner, parce que mon cours ne convient pas, parce que mon cours véhicule des opinions personnelles, parce que mon cours n'est pas lissé, etc., alors, si on me donne un mode d'emploi comme ça, un manuel scolaire, ça c'est l'horreur, alors, eh bien, le produit de mon travail, c'est la même chose qu'un objet étranger. En fait, c'est tout simplement pas une œuvre de mon travail, c'est une marchandise, c'est un objet étranger. C'est quelque chose, c'est comme si je ne l'avais pas fait, en fait. Le produit, la marchandise qui sort de l'usine, c'est pas du tout l'œuvre de l'ouvrier, puisque lui, il en a fait qu'une partie. Le client chez SFR, c'est pas du tout mon œuvre, j'ai été dans son existence 30 secondes. Donc, un objet étranger, c'est très fort, ça veut dire que je travaille sur quelque chose qui m'est parfaitement étranger, en fait, que je ne m'approprie jamais. Quand je suis en train de, de faire un truc que je connais pas du tout, la poterie, quand les gens font de la poterie, ils travaillent le matériau, l'argile, je pense, la terre peut-être, je sais pas, enfin l'argile. Dans la poterie, on travaille l'argile pour obtenir quelque chose qui n'est pas du tout, avec lequel on n'a pas du tout un rapport d'objet. C'est pas un objet étranger ce qu'on est en train de fabriquer. Quand j'écris un poème, ce poème ne m'est pas étranger du tout. Si je suis dans les conditions de travail de l'économie capitaliste, eh bien, le produit de mon travail, c'est comme si c'était un objet que je venais de découvrir. Je n'y ai rien fait. Je n'y ai rien changé. Le client SFR, le contenu du manuel scolaire, ce n'est pas mon œuvre. Je n'y comprends rien. C'est un objet étranger. C'est d'une violence sans nom. C'est comme si je prenais n'importe quel objet et que je me disais, tiens, c'était mon travail. J'ai pas du tout conscience d'avoir fait ça. Et en un sens, tant mieux, évidemment. J'ai pas conscience de, imaginons une entreprise, une usine capitaliste qui produit des armes, avec des ouvriers qui travaillent à la chaîne. Il faut bien produire des armes, enfin ça se produit, forcément. Celui qui travaille à la chaîne, qui met, qui fait une toute petite partie, qui fait le barillet, par exemple. Voilà, lui il assemble des vis, il met un peu le métal, il fait toujours la même chose, il s'en fout en fait, et tout le monde s'en fout de comment il le fait, puisqu'il y aura de la perte, voilà, peu importe, il faut qu'il y en ait beaucoup qui soient faits, ça grossit le capital, après il y a de la perte, c'est pas grave. Mais quand il voit l'arme, c'est un objet étranger en fait, jamais il a participé à ça. C'est génial, parce que ça déconnecte l'homme de son travail, ça déconnecte donc l'homme d'une grande partie de sa vie, et puis éventuellement, ça déconnecte l'homme des choses avilissantes, déshumanisantes qu'il peut faire. Je sais pas, fabriquer des armes, faire de la propagande, faire un tas de choses avec lesquelles on est en fait tout à fait étranger. Donc c'est marrant parce qu'on avait commencé le cours en se posant la question de l'identité que j'acquiers grâce au travail, une identité stable, objective,
Puis ensuite un rôle, peut-être un rôle qui m'aliène. Ah, je suis que prof, je suis que huissier de justice, je suis plus que médecin, voilà, je ne m'appelle pas, je ne sais plus quel exemple j'avais pris, enfin voilà, monsieur le docteur, voilà, mais je ne suis pas que monsieur le docteur en fait. Donc le rôle finalement m'aliène un peu, une petite schizophrénie comme ça qui est amusante, mais en même temps, là c'est bien plus fort que ça en fait. C'est que non pas le travail me donne un rôle, mais j'ai pas de rôle en fait. J'ai pas de rôle, j'ai plus d'identité. Donc là, la mécanique s'est totalement inversée. Ce que je fais, j'en ai pas du tout conscience en fait. Je fais un truc qui n'a aucun sens. Quand je produis des armes dans une usine, travaille à la chaîne, quand je réponds au téléphone, quand je suis sur une chaîne de montage pour des moteurs automobiles, voilà, n'importe quoi, ben, ça n'a aucun sens. Je travaille sur quelque chose que je ne connais pas du tout. Je n'en connais qu'une toute petite partie, hein, ce que j'ai besoin de savoir, et c'est tout. Et ce que je fais, il n'y a pas de résultat en fait. Et il n'y a pas besoin d'avoir un résultat, puisque ce qu'on veut, c'est faire grossir simplement le capital. Donc ça, c'est important. Et du coup, on a toujours ce même paradoxe. Il est évident que plus l'ouvrier se dépense dans son travail, plus le monde étranger, le monde des objets qu'il crée en face de lui devient puissant, évidemment. Si je crois qu'il faut bien travailler dans une entreprise capitaliste, qui n'est pas le cas, hein, tout le monde s'en fout, eh bien évidemment le capital va encore plus grossir. Donc c'est bien si les gens pensent qu'il faut bien faire leur travail, parce que le capital va grossir encore mieux. Donc va falloir leur faire croire ça. Ce ne sera pas évident. Les petites promotions, ça peut aider à faire croire ça aux gens, mais pourquoi pas. Donc il y a le chômage, la précarité, la promotion. On a déjà plusieurs stratégies capitalistes. Donc évidemment, plus je travaille pour l'usine capitaliste, plus cette usine qui me dépossède de moi devient puissante. Plus le capital devient puissant. Mais paradoxalement, moi, plus je travaille, dans ce contexte toujours capitaliste, plus je m'appauvris moi-même. Plus je suis rien en fait, moins je possède. Quand je disais dans un call center, quand on sort de 6 heures d'appel, il faut 4 heures pour s'en remettre, on est un véritable zombie. Ben ouais, mais j'ai fait ça pendant 5 ans. Il y avait des gens au call center qui avaient 50 ans, 40 ans. Moi j'étais toute jeune. Quand on fait ça toute sa vie, je pense, pas que oui, le monde intérieur devient pauvre. Il ne se passe plus rien en fait. Quand la moitié de la journée on fait un travail inutile et on passe l'autre moitié de la journée à s'en remettre, et qu'ensuite on cultive le loisir de la société de consommation pour avoir l'impression qu'on vit, et puis pour aussi reprendre des forces pour retourner au travail, hein, le loisir est sans doute un 4e outil du capitalisme, et bien en fait il ne se passe plus rien, on ne vit plus. Enfin on vit, mais on n'existe plus. Le monde intérieur devient pauvre. Et c'est parfait, puisqu'on crée des travailleurs disciplinés, dociles, qui n'ont pas à penser, qui ne peuvent plus penser, et qui donc vont laisser se développer et grossir ce monstre terrible qu'est le capital, en fait, chez Marx. Alors voilà, je lis la fin du texte, ensuite c'est... voilà... Ah non, d'abord je vais peut-être... ouais. Je lis la fin du texte. L'ouvrier met sa vie dans l'objet, et voilà qu'elle ne lui appartient plus. Elle est à l'objet. Plus cette activité est grande, plus l'ouvrier est sans objet. Plus il travaille longtemps, beaucoup, et plus sa vie à lui ne compte pas, puisqu'il est toujours aliéné. Il n'est pas ce qu'est le produit de son travail, contrairement à l'artiste, à l'artisan, etc. Plus son produit est important, moins il est lui-même. Plus il construit, plus il fait, plus il produit, moins il existe. C'est vraiment l'économie capitaliste a réussi à renverser le sens du travail humain, qui avait été le sens du travail jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est quand même énorme hein, d'un point de vue historique. La dépossession de l'ouvrier au profit de son produit signifie non seulement que son travail devient un objet, une existence extérieure. Ça, j'aurais dû donner un exemple tout à l'heure. Je donne souvent le même exemple. Quand vous faites une dissertation, votre dissertation c'est une œuvre. Pas un chef-d'œuvre, c'est-à-dire l'œuvre des œuvres, une tête d'œuvre, mais une œuvre, c'est-à-dire le produit d'une activité humaine, rationnelle, produit d'un désir ou d'une contrainte, peu importe, on peut faire une œuvre sous contrainte, c'est pas grave. Mais une œuvre parce que c'est une chose que vous avez fabriquée, conçue de bout en bout. Donc c'est quand même le produit d'un désir, soit d'un désir de faire, si c'est son propre choix, soit un désir de bien faire, si c'était sous la contrainte. Et comme c'est une œuvre qui a sa propre rationalité, la rationalité de celui qui l'a fait. Une œuvre qui met en scène toutes les qualités
de l'être humain. Alors que si on produit une dissertation à la chaîne, voilà, alors je m'adresse à deux classes en même temps, c'est moins facile pour prendre des exemples drôles, mais voilà, Caraphile nous fait une introduction du feu de Dieu qui nous annonce le truc, qui essaye de nous vendre le truc, etc. Amandine fait une problématique sérieuse et bien menée, Gabin donne 2-3 références, etc. Si pour chaque sujet, la dissertation elle est produite à la chaîne, si à 10 on fait le truc, bah au fond, il n'y a pas d'œuvre en fait. Ça n'appartient à personne. Personne ne peut s'y reconnaître puisque c'est une œuvre collective. Et c'est pas une œuvre collective pour laquelle les gens se sont concertés, ce qui pourrait être encore le cas pour un travail de groupe. Mais en fait, si c'est dans une usine, si c'est puissance 1000, si ce sont des gens qui ne se connaissent pas, eh bien c'est pas du tout le produit d'un travail collectif au sens où il y a un sens du collectif, se donner des fins ensemble, travailler ensemble. Là, c'est travailler les uns à côté des autres, pas du tout ensemble. D'accord, pas du tout en se donnant des fins collectives, puisque l'homme ne se donne pas des fins à lui-même, ni des fins collectives, c'est le capital qui lui donne des fins ici. Donc, on voit bien avec l'exemple de la dissertation que ce serait déjà catastrophique, et que évidemment, à l'échelle d'une classe, ça va, mais si on a une usine de 1000 personnes qui produit des dissertations à la chaîne, bah, c'est l'œuvre de personne, en fait. Ça pourrait exister, on pourrait tout à fait imaginer un moteur, une intelligence artificielle qui produit des dissertations. Ben non, une intelligence artificielle, on s'en fout. On pourrait fabriquer une usine dans laquelle 1000 personnes produisent des dissertations. Mais bon, ça ne servira à rien parce que ça ne fait pas grossir le capital des dissertations, donc ça ne marche pas. Mais imaginons que ça se vende, parce qu'on peut vendre du savoir, pas de problème. Eh bien, ce serait... on n'aurait pas besoin que les individus se posent des finalités. On n'aurait pas besoin que les individus veuillent bien faire, puisque dans l'eau, il y en aura 3-4 qui auront bien travaillé, 3-4 un peu moins, une personne peut-être inefficace, mais c'est pas grave, à la prochaine disserte on la remplace, etc. Donc ça tourne, ça fait grossir le capital. Et je poursuis donc la fin, son travail existe en dehors de lui, indépendamment de lui, étranger à lui. Alors là, attention, Marx il a changé, c'est plus l'œuvre qui est étrangère à moi, c'est le travail. C'est pas seulement ce que je fais en fait, ce que je produis qui m'est étranger. C'est ce que je fais. C'est l'action que je fais au travail qui m'est étrangère en fait. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je produis, mais je sais pas non plus ce que je suis en train de faire. Quand je suis en train de répéter Annuaire Express SFR, bonjour, quel numéro désirez-vous? Je sais pas ce que je fais en fait. Voilà, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas à quoi ça correspond, ça n'a pas de sens. Et je l'oublie aussi vite. J'y pense parce que c'est un bon exemple, mais sinon, c'est comme si cet épisode biographique était passé en une seconde. Il a rigoureusement aucune importance. Il n'apprend rien. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est rare que les expériences de vie n'apprennent rien, mais un travail purement capitaliste a cette qualité rare que ça n'apprend rien. Les pires échecs, les pires douleurs apprennent quelque chose, le travail capitaliste n'apprend rien. Donc ce que je fais est étranger à moi. Ce travail devient une puissance autonome face à lui, donc c'est le capital. Le travail devient une puissance autonome, bah oui, puisque ça se fait tout seul en fait. Il n'y a besoin de personne. Les gens sont là pour le faire fonctionner, pour appuyer sur un bouton. La puissance autonome, c'est le travail, donc il appartient même pas aux capitalistes, ils les dépassent eux-mêmes en fait, c'est ça qui est drôle. Le capitalisme n'est pas la propriété des capitalistes ou des bourgeois. Le capitalisme est un monstre qui se nourrit de lui-même. C'est là que Marx n'est plus seulement politicien, historien, sociologue, mais pleinement philosophe en fait, parce que c'est un concept terriblement mystérieux et en même temps terriblement vrai. La vie qu'il a prêtée à l'objet s'oppose à lui, hostile, étrangère. C'est le monde des choses en fait qui devient vivant, qui éclate et qui brille de mille feux, l'argent, et puis cette vie qu'il a prêtée à l'objet, qui s'oppose à lui, lui il l'a plus en fait, parce qu'il n'est plus personne, parce il s'est tué à la tâche. C'est une expression intéressante, se tuer à la tâche, parce que même quand on tue quelqu'un, quand on tue une victime, on l'a choisi, alors que se tuer à la tâche, c'est n'être que le moyen en fait. L'homme n'a pas d'importance, son existence finalement n'est que secondaire. Alors, une vidéo un peu plus longue que la précédente, parce que je voulais faire toute la dernière partie, et puis je vais conclure un cours sur le travail, et je referai une petite capsule pour les terminales S à propos de la dialectique du maître et de l'esclave, qui n'ont pas étudié en classe, et puis ce sera la fin du chapitre sur le travail, et je vais passer à un autre chapitre. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le travail est pénible. Il est toujours pénible. Il est plus pénible pour les ouvriers de Marx que pour les autres.
il est plus pénible de travailler chez SFR que de travailler chez McDo. Il est plus pénible de travailler chez SFR que d'être prof. Il est plus pénible de travailler chez SFR que d'être ouvrier sur un chantier. Donc, le travail est pénible pour tout le monde. Il n'est pas pénible au même degré, ça c'est clair. Cela dit, si on reste sur la définition du travail comme concept philosophique, l'activité que je fais, par laquelle je dépasse le confort parce que c'est pénible, mais je le fais quand même, donc l'activité qui implique la souffrance, sans quoi elle n'est que loisir, c'est pas l'activité qui fait qu'on appelle ça travail, parce que finalement l'activité que l'on fait pour le travail peut parfaitement être un loisir, Pour le youtubeur, faire des vidéos, c'est un loisir, voilà. Là c'est un travail. Donc tout travail est pénible, mais c'est précisément parce qu'il est pénible qu'il nous humanise. Sans la pénibilité du travail, on serait des animaux en fait. Sans le caractère de contrainte de notre activité au travail, on serait des animaux. C'est parce que le travail a une dimension sociale qu'il y a contrainte, que je dois me dépasser ma souffrance, et que donc je développe mon humanité, je développe une nature humaine dont j'étais au départ privée. Il faut penser au bébé ou à l'enfant qui ne fonctionne que sur le désir et le caprice. Il faut donc travailler pour devenir humain. On n'est pas humain comme ça, on est humain en travaillant. Celui qui ne travaille pas, le maître de la dialectique de Hegel, n'est pas humain en fait. C'est un animal, éduqué certainement, mais c'est un animal. Pour être humain, il faut travailler. Pour développer sa rationalité, il faut travailler. Pour être quelqu'un, avoir des qualités objectives, pas simplement une identité fictive qui est une projection de mon ego, etc., il faut travailler. Donc voilà, il faut travailler, mais attention, là c'est le travail qui est pénible parce qu'il est social, qui nous apprend quelque chose et qui nous apprend à être humain parce qu'il est travail, mais comme il est social, il devient politique. Comme il est politique, depuis le XVIIIe siècle, il devient capitaliste. Comme il est politique, il est économique. Et comme il est économique, il devient capitaliste. Si on peut définir le travail abstraitement, d'un point de vue philosophique, il faut quand même se souvenir que le travail n'existe pas en dehors des conditions concrètes qui le font exister. Et que clairement, toute réflexion sur le travail doit prendre en compte ce paradoxe. Le travail est au départ une activité qui humanise les hommes, mais dans les conditions concrètes dans lesquelles il est exercé, et notamment aujourd'hui, c'est un travail qui prive l'homme de son humanité. Parfois juste un peu et on s'en rend pas compte. On devient des machines inconscientes d'être des machines. Parfois beaucoup et là on s'en rend compte. C'est l'ouvrier du 19e siècle, c'est le mineur de chez Zola ou le personnage de Charles Dickens dans ses œuvres littéraires. Voilà. Donc fin du chapitre sur le travail. Bonne écoute.